Dans cette série de continues soirées avec Sadhana, nous abordons aujourd'hui la chiromancie. Bien que je n'y connaisse pas grand-chose, Jyoti Priyam a déjà lu les lignes de la main et a fait un commentaire sur mes mains carrées, indiquant qu'elles sont pratiques et bien adaptées à l'exécution de tâches concrètes. Cela montre comment la forme de la main peut révéler certains aspects de la personnalité. La chiromancie nous offre de nombreuses observations intéressantes, comme la forme des mains, la longueur des doigts et les lignes de la main. Lors de mes études sur la chiromancie, j'ai toujours recherché le principe fondamental qui sous-tend toutes ces lignes et leur signification. Existe-t-il une logique ou un mécanisme qui explique tout cela ? Il y a également eu des recherches récentes en génétique qui ont confirmé certains éléments de la chiromancie. Par exemple, une étude a montré que les proportions des doigts sont directement influencées par les hormones présentes dans l'utérus pendant la croissance du fœtus, et que ces proportions peuvent déterminer l'orientation sexuelle d'une personne à l'âge adulte. Cette connexion entre les hormones et les lignes de la main est fascinante et montre que les anciens chamans avaient peut-être une compréhension énergétique de la chiromancie plutôt qu'une connaissance scientifique des hormones. En fin de compte, la chiromancie pourrait être une représentation de l'énergie du corps qui se concrétise dans les lignes de la main. Cette étude indique que l'orientation sexuelle d'un individu peut être influencée par des facteurs génétiques et hormonaux qui se développent dans le ventre de la mère. Cependant, il est également souligné que l'énergie et la forme du corps jouent un rôle important dans cette manifestation. Par exemple, la longueur des doigts peut être liée à des déséquilibres hormonaux dans le corps. Ces déséquilibres peuvent être causés par l'alimentation de la mère pendant la grossesse ou par des expériences émotionnelles fortes. Il est également mentionné que l'activation de ces tendances génétiques dépend de facteurs environnementaux, tels que les émotions, le stress et les habitudes de vie. Ainsi, bien que la disposition génétique puisse exister, elle peut être activée, désactivée ou modifiée par nos choix de vie, nos pensées et nos émotions. Cette idée de liberté de choix est également considérée comme importante dans l'interprétation des lignes de la main. La longueur des doigts est un exemple qui donne l'impression que les lignes de la paume de la main sont figées. Ces lignes peuvent effectivement changer, parfois du jour au lendemain. L'auteur partage une expérience où une personne a vu apparaître des lignes interconnectées en forme de triangle sur sa paume du jour au lendemain. De même, ces lignes peuvent également disparaître. L'auteur mentionne également que les lignes de la paume peuvent être interprétées symboliquement et qu'elles peuvent changer en forme ou en intensité au fil du temps. Ainsi, les lignes de la paume peuvent représenter une réalité plus profonde et libre de choix. Finalement, l'auteur souligne que certaines personnes étudient même les petites lignes entre les doigts pour en tirer des interprétations. Dans la pratique de la chiromancie, les lignes de la main peuvent être interprétées comme des indications symboliques d'un flux énergétique dans la vie d'une personne. Les trois principales lignes, la ligne de vie, la ligne de tête et la ligne de cœur, représentent respectivement la vie physique, la vie émotionnelle et la vie mentale. Les événements de la vie sont perçus comme des énergies se déployant à travers ces trois niveaux. Les lignes peuvent également être attirées ou repoussées par certaines montagnes ou zones de la main, qui représentent des énergies planétaires et peuvent être associées à des qualités spécifiques. Par exemple, le mont de Vénus est lié aux relations, aux connexions et aux expressions artistiques. La longueur du pouce et les distances entre les doigts peuvent aussi fournir des indications sur les qualités énergétiques de la volonté et des relations personnelles d'une personne. Les lignes de la main sont interprétées en fonction de leur direction, de leur profondeur, de leur épaisseur et de leur position par rapport aux montagnes et aux autres lignes. Par exemple, les lignes verticales profondes peuvent indiquer des amitiés durables, tandis que les lignes horizontales plus fines peuvent représenter de nombreuses connexions sociales superficielles. La configuration globale des lignes et des montagnes permet de dresser un portrait énergétique et symbolique de la personne. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'importance de la main dans la lecture des caractères. Il mentionne qu'un homme avec une main très active, qui ne fait confiance à personne et utilise les autres à son avantage, est destiné à rester seul à moins qu'il ne change son caractère. Selon l'auteur, la main active représentant mieux les tendances actuelles et le futur, tandis que la main passive retient davantage le passé. Cependant, l'auteur souligne que la paume de la main ne permet pas de prédire avec certitude le déroulement exact de la vie d'une personne, mais plutôt de percevoir les tendances et les habitudes de caractère. Il indique également qu'il existe différentes traditions concernant la lecture de la main, telles que l'utilisation de la main droite pour les hommes et la main gauche pour les femmes, ou la main droite pour l'avenir et la main gauche pour le passé. Cela dépendrait des différentes interprétations et des croyances. En fin de compte, l'auteur conclut que la paume de la main représente le courant énergétique actuel et les tendances du caractère, mais ne peut pas prédire précisément les événements qui vont se produire. La caractéristique principale de votre destin est déterminée par la nature de votre personnalité et votre caractère, qui peuvent être modifiés avec de la volonté et des efforts. Les parties les plus sensibles et expressives de votre corps sont les mains et le visage, qui dévoilent les traits de votre caractère. L'astrologie, une science vieille de plusieurs milliers d'années, a également des correspondances avec ces aspects physiques. Le visage, en particulier, peut révéler des tendances masculines ou féminines, ainsi que l'équilibre hormonal du corps au stade fœtal. Les différents éléments du visage, tels que les yeux, le nez, les lèvres et les oreilles, peuvent également fournir des informations sur votre personnalité.
Les changements de caractère se reflètent également dans le visage, tandis que les mains sont moins expressives. Dans cette description, l'auteur souligne l'expression et le caractère changeant des yeux et du visage, par rapport à la paume de la main qui reflète une tendance plus générale du caractère. Il affirme que la paume et le visage expriment tous deux la même chose, à savoir l'énergie du caractère, mais de manière plus fluide dans le visage et moins fluide dans la paume. Il mentionne également que l'horoscope, bien qu'étant plus fixe, est moins fluide et moins expressive. En ce qui concerne la taille du crâne, l'auteur suggère que celle-ci peut être indicative d'une capacité cérébrale supérieure, bien que cela ne soit pas nécessairement lié à l'intelligence. Il explique que l'intelligence est plutôt liée au nombre de cellules et de connexions entre ces cellules, qui peuvent être présentes même dans un cerveau de taille réduite. Il fait également remarquer qu'il peut y avoir des différences de taille du crâne entre les hommes et les femmes d'une même lignée, sans que cela n'ait d'impact sur l'intelligence. Cependant, il souligne que la façon dont le cerveau est organisé, avec les facultés supérieures situées dans le cortex préfrontal, peut être reflétée par une croissance plus importante de cette partie du cerveau. Quant aux lignées, l'auteur explique qu'elles sont influencées à la fois par l'hérédité et l'environnement, ainsi que par l'influence de l'âme. Il indique que l'influence de l'âme a le pouvoir de prendre le dessus sur les autres influences en cas de conflit. Il souligne également que la nature elle-même ne fait que répéter, et que c'est l'influence de l'environnement qui a le plus grand pouvoir de modeler les spécialisations qui se développent au fil des générations, même si cela peut prendre des milliers d'années. Il mentionne également le rôle de l'épigénétique, qui peut transmettre des caractéristiques épigénétiques d'une génération à l'autre. En conclusion, l'auteur souligne l'importance de l'expression du visage et de la taille du crâne dans la compréhension de l'énergie et du caractère d'une personne, ainsi que l'influence de l'environnement et de l'âme dans la formation des lignées. Dans cette explication, il est mentionné que certaines informations sont transmises au-delà des gènes et sont véhiculées par des changements épigénétiques. Ces changements épigénétiques sont une sorte de code figé autour duquel se développe quelque chose de plus fluide, qui s'imprime et se stabilise progressivement dans le code génétique. Cependant, avant d'être pleinement stabilisées, ces informations ont tendance à s'infiltrer mais ne sont pas encore totalement fixées. Le facteur décisif dans le choix des comportements entre en jeu avec l'influence de l'âme. Par exemple, une âme qui souhaite une expérience artistique pourrait choisir une famille d'artistes pour s'incarner, ce qui favoriserait son épanouissement artistique. Au fil des générations, cette spécialisation artistique se développerait davantage, soutenue par l'influence de l'âme, les prédispositions génétiques et les changements épigénétiques. L'énergie transmise par les gènes, la force vitale et l'élément épigénétique sont donc considérés comme plus importants que les gènes physiques eux-mêmes. C'est cette transmission d'énergie qui contient davantage de connaissances et de tendances de caractère. Par ailleurs, il est souligné que certaines âmes se réunissent en groupe ou en famille d'âmes ayant une intention et un objectif commun, tel qu'une réalisation particulière ou un service spécifique. Ces âmes se préparent pour ces opportunités et se regroupent à plusieurs reprises lorsqu'elles se rencontrent. Il est également rappelé que ceux qui sont présents maintenant ont été promis cette opportunité de réalisation par la Mère divine, et qu'il est donc important de se consacrer pleinement à cet objectif, en mettant de côté les distractions et les tendances destructrices. Cette opportunité est considérée comme si importante sur le plan évolutif qu'elle ne se représentera pas. Il est donc suggéré de saisir cette occasion unique de se consacrer à cette réalisation, en laissant de côté les expériences répétitives et les distractions sans importance. Ce message est également considéré comme valable pour tous ceux qui écoutent ou lisent cette explication, et il est rappelé que chacun peut avoir été présent dans l'ashram de la Mère divine à différentes époques, sans en avoir nécessairement conscience. Le texte aborde le concept de connexion entre les individus d'une espèce au niveau de la conscience. Lorsqu'un groupe d'individus d'une espèce acquiert une certaine capacité, il devient plus facile pour l'ensemble de l'espèce de développer cette capacité. L'ashram est présenté comme un laboratoire où différents types d'individus humains sont rassemblés pour travailler à la transformation de la nature. Chaque fois que la nature change et que quelque chose de la nouvelle conscience s'établit, cela a un effet domino sur l'humanité. En travaillant sur soi-même et en se reliant à la nouvelle conscience, on contribue directement à l'ensemble de l'humanité. Cependant, il est également souligné que lorsque l'on fait cet effort, on accumule également les difficultés et l'opposition liées à ce changement. Il est essentiel de surmonter ces obstacles et de changer suffisamment pour que les autres n'aient pas à les affronter. Cela nécessite un travail personnel et une acceptation du fait que ces difficultés font partie du processus de transformation. Vous n'êtes pas seul dans votre cheminement de vie. Vous avez été en contact avec une mère qui se souvient de tout, même si vous avez oublié. Son aide est présente en vous en tout temps. Si vous l'appelez à l'aide, elle vous décharge du fardeau de la résistance et des difficultés, et vous transporte vers une nouvelle conscience. Votre nature, votre caractère, votre destinée, tout cela devient insignifiant ou se transforme pour refléter votre croissance de conscience. Pour demander de l'aide, ressentez-la dans votre cœur et laissez-la guider votre voyage. Chaque jour devient ainsi une étape joyeuse de croissance. C'est pourquoi nous sommes ici, c'est pourquoi nous naissons dans cette vie.